est du nom de Salonine, la femme de l'empereur, et qui manifestement fut pour partie à l'origine des termes, en tout cas de l'intérêt porté aux termes. Vous parlez de droit romain, c'est une gageure. On me dirait qu'un professeur de droit, par nature, peut être tenté de parler du droit romain, mais quelque part, c'est un hommage, voire une référence, ou une révérence, et c'est aussi un pèlerinage dans ce qui est le substrat même de nos organisations dites modernes. Un honnête homme ouvre sans enthousiasme apparent un livre de droit romain, si tant est qu'il existe un livre de droit romain. Il acceptera peut-être plus facilement qu'on lui parle de droit moderne, qu'on lui montre comment nos lois organisent la vie en société, et parler de techniques juridiques plus contemporaines. Et puis quand il y a des querelles d'érudits autour de l'usage de certaines pratiques du droit romain, cela concerne particulièrement des spécialistes et assez peu de personnes qui sont à la recherche d'une perspective culturelle. Pourtant, les vieilles lois romaines ne sont pas loin et très éloignées de ce que nous sommes aujourd'hui. Elles sont restées actuelles au sens où elles ont imprégné, et elles imprègnent encore beaucoup de faits juridiques ou même d'actes juridiques, encore une fois, dits modernes. Et pendant pratiquement des siècles, les intelligences de l'Occident se sont abreuvées à la philosophie, à la poétique, à la science juridique même, gréco-romaine. On ne peut pas méconnaître, écarter l'idée que, quelque part, et même d'une manière tout à fait évidente, la philosophie, la pensée gréco-romaine est au cœur de notre héritage. Après tout, nous sommes fondés, ou à tout moins, nous comprenons que trois villes nous inspirent, Athènes, Rome, Jérusalem. Pouvons-nous dire qu'il y en a d'autres dans ce qui a été le substrat des peuples indo-européens? Certainement pas. Et le droit romain, de surcroît, c'est vraiment soumis. Alors, est-ce que le mot est bon? On verra tout à l'heure. En tout cas, il s'est intégré, ou il a intégré, il s'est approprié la philosophie grecque. Et le monde moderne s'est fondé sur ces bases-là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Je sais qu'il y a une tendance aujourd'hui à valoriser l'amnésie, à remettre en cause ce qui paraît être les fondements de ce que nous sommes. Mais bon, on ne peut pas pour autant considérer qu'on peut s'extraire de ce que nous sommes. Puis revenons plus vers le droit lui-même. De l'empereur Justinien, empereur d'Orient, du 5e siècle après Jésus-Christ, qui a eu une œuvre législative importante, que l'on a qualifiée de code justinien, c'est-à-dire de ce qui était dans l'esprit des mots faciles, le droit romain. L'empereur Justinien a fait une œuvre assez extraordinaire, auquel s'est ajouté ce qu'on appelle le digeste, et certains éléments plus livresques qui s'appellent les instituts. Et si on se déplace du 5e siècle après Jésus-Christ au 5e siècle avant Jésus-Christ, on trouve au 5e siècle avant Jésus-Christ un autre corpus qui s'appelle les 12 tables. Donc sur 10 siècles, on a, semble-t-il, à pouvoir concevoir qu'il y a deux monuments juridiques qui sont stabilisés. D'un côté, les 12 tables du 5e siècle avant Jésus-Christ, et puis ensuite ce qu'on appelle génériquement le code justinien. Mais sur 10 siècles, ce qu'on appelle le droit romain n'était pas stable. En réalité, c'est une longue et lente évolution, ou en tout cas poursuite. On ne peut pas confondre le droit de la cité archaïque avec le droit de ce qui pouvait être sous l'empereur Auguste, ou encore sous ce que sera plus tard la division de l'Empire en deux ou voire quatre puissances impériales.
Donc il faut distinguer un droit très ancien, archaïque, dont je dirais un mot, d'un droit prétorien, et je crois qu'il faudra que je m'attarde un instant sur le rôle du préteur, et vous allez comprendre pourquoi cela a de l'importance, aux yeux même d'aujourd'hui, d'un droit impérial, car il y a eu pour ces trois moments du droit trois acteurs. Les juristes prêtres, car le droit archaïque était marqué par une magie, des rituels sacrés, des pratiques orales, des formules quasiment magiques. Puis il y a l'époque des jurisconsultes, de l'époque républicaine, où là on passe plutôt à une réflexion de type jurisprudentiel, et j'y reviendrai. Et enfin, une époque plus impériale, où l'on trouve plutôt des avocats, des professeurs déjà, qui s'emparent de ce et créent et constituent et réalisent la théorie juridique. Donc il y a des itinéraires assez perceptibles. Il ne faut pas confondre le droit romain avec ce qu'on appelle le fait romaniste. En d'autres termes, au XIIe siècle, lorsque dans un incendie de David d'Amalfi, on retrouve un manuscrit qui s'appelle le Digeste, qui est une compilation de lois, le XIIe siècle est un peu vierge d'une part, et puis on est surtout dans l'Empire ou dans l'influence d'un droit coutumier franc. Donc on n'a pas vraiment de rédaction de code, de texte, et là la découverte de code, des prémices du code de Justinien d'ailleurs, ou de la poursuite du code, fait que les lois romaines vont apparaître comme très sophistiquées, très intéressantes, qui méritent un enseignement, à l'instar du droit canon. On disait même au Moyen-Âge qu'il n'y a que deux droits, le droit canon, le droit romain. Et c'est pas que les gens du Moyen-Âge y voyaient un droit vivant qui restait applicable comme un calque, mais c'était également une réflexion sur l'idée qu'il fallait monter au concept. Retenez cet aspect des choses parce que c'est important pour la suite des moments, et puis parce que je conclurai sur la common law, c'est-à-dire la loi qui existe et le droit qui existe dans les pays anglo-saxons, et vous verrez qu'il y a une rupture des systèmes juridiques qui se traduit à cet endroit, c'est-à-dire sur la montée au concept. En d'autres termes, les secrets de Rome pouvaient être perçus aussi bien dans la littérature que dans la poésie, mais le thème de la justice, c'était le droit romain, tel qu'en tout cas les gens du Moyen-Âge semblaient vouloir le retenir et le privilégier. Je m'honore d'avoir probablement été de la dernière génération à avoir eu un reliquat d'enseignement de droit romain. On enseignait le droit romain pratiquement jusqu'aux années... enfin, on l'enseignait. Il y avait un séminaire ou un cours de droit romain de 30 heures qui était dispensé par le professeur Aubenas à l'époque, et ça a disparu pratiquement dans les années 70. Pourquoi avons-nous abandonné au programme des facultés de droit le droit romain? Probablement parce que le latin a reculé, parce que le matérialisme historique s'est emparé des esprits, au point de penser qu'il ne pouvait y avoir que de droit exprimant des rapports de force économiques, et puis aussi toutes les thématiques progressistes et de la technologie qui laissent entendre qu'au temps des fusées, il est difficile de continuer à parler de Gaius, pour ce qui était de ce disciple et de cette autorité juridique de juriste. En n'ayant plus cet enseignement, les juristes d'Europe n'ont plus de langage commun. La perte d'un langage commun, d'une conceptualisation commune est un peu gênante d'une manière générale. Surtout que les juristes romains avaient distingué les principes du droit comme étant un art du juste. Que le droit était défini pour les juristes romains par sa finalité. La justice, certes, mais également peut-être plus que cela, parce qu'il y aura une véritable prise en compte de l'influence grecque, et j'y reviendrai. Je vais m'arrêter à deux thèmes dans cette présentation. Le premier thème, c'est comment s'est constitué le droit romain, parce qu'il faut quand même expliquer quels sont les grands principes qui l'ont architecturé.
Et ensuite, quelles sont les créations les plus significatives et qui pèsent peut-être encore sur notre manière de réfléchir. En ce qui concerne la première question, le premier thème, comment s'est constitué le droit romain, si on se transporte à l'aube des temps de l'histoire romaine, dans cette petite cité légendaire où Tite-Live a pu écrire sur cette histoire des prémices même illustres, de ce temps de Romulus et Rémus, du temps des Horaces, des Curiaces, des Tarquins, de Brutus, etc., on s'aperçoit au fond que ce peuple, ou ces peuples premiers, ou présents parmi les premiers, n'étaient pas particulièrement très éduqués, très enseignés. Ils étaient probablement incapables de de prendre conscience des principes directeurs de leur cité, de ce qui l'organisait, lui donnait un sens. Mais paradoxalement, ils sont habiles dans l'art juridique. Par la pratique, qui va précéder la théorie, c'est évident. Mais il y a une sorte d'habileté qui est étonnante et qui se remarque. Et cela s'explique par les pratiques judiciaires, dont je vais dire un mot, et par l'influence grecque, qui me paraît déterminante. Pour ce qui est des pratiques judiciaires, au départ, dans la Rome primitive, c'est le plaideur lésé qui poursuit la restitution de son droit, qui dirige la procédure. C'est une procédure, au fond, assez privée. Mais elle est privée parce qu'on peut penser qu'elle est une forme d'expérimentation d'une vengeance privée, mais il n'y a pas eu de vengeance, il n'y avait pas de vengeance privée. Le plaideur, s'il poursuit lui-même, par sa force personnelle, l'objet de sa réclamation, il est soumis à des règles. Et ces règles, c'est le pouvoir qui les installe, les instaure, les magistrats sont également installés, on vise à essayer d'organiser l'exercice d'une bonne justice. Le roi du temps de la période royale sera accompagné dans ce sens par les pontifes. D'ailleurs, le pontife, c'est un mot intéressant, parce que c'est le pont entre la terre et le ciel. C'est pour ça qu'on parle du souverain pontife quand on évoque le pape. Puis après viendront les consuls, et puis surtout, 4 siècles avant notre ère, apparaît un personnage, le préteur. Le préteur, c'est celui qui désormais va recevoir au tribunal les citoyens prêts à se faire justice, il écoute leurs prétentions, les autorise ou non à poursuivre l'action, il leur impose de cesser toute violence avant de vérifier l'exactitude de leurs prétentions et de leurs dires. En fait, il joue à la fois sur l'exigence d'un formalisme et sur le respect dès le départ, même si cela va évoluer, du rôle du père de famille. Cette période est archaïque, mais elle porte les prémices du reste. Le formalisme. Le citoyen romain qui intente une action doit nécessairement se plier à des rites. Il doit utiliser un rituel formel, formaliste, que l'usage reconnaît et dont parle Gaius particulièrement, jurisconsulte connu. Donc il faut couler la revendication, la demande, dans une formule qui est admise par la coutume et acceptée par le prêteur. Et le prêteur détermine quelle est la formule qu'il faut utiliser. Cette formule, c'est une formule rituelle, elle est magique, elle est une sorte d'incantation d'une certaine manière. La création de ces formules se perd dans la nuit des temps. On peut simplement supposer, à juste raison d'ailleurs, qu'elles furent l'œuvre des prêtres, des juristes prêtres. Et ce caractère religieux des formules a été maintenu dans la Rome primitive grâce à ces juristes prêtres. Et même au début de la République, ils continuaient à avoir un rôle. C'est eux qui finalement, progressivement, vont passer à un concept qui est celui de loi. C'est-à-dire les formules vont s'insérer dans l'idée qu'il faut des lois. Et les Romains, à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, vont commencer à penser qu'il faut atteindre le stade de code, de lois qui sont regroupées. Le mot de code est peut-être un peu forcé, mais qu'est-ce qu'ils avaient comme référence? Ils avaient les Grecs.
ils avaient les Grecs, puisque Athènes avait sa loi, ses lois rédigées par Solon, Sparte par Lycurgue, de même que les villes de la Grande Grèce ou de la Sicile colonisées par les Hellènes et proches de Rome avaient leurs lois. C'est-à-dire qu'on passe de la formule magique ritualisée qui donne du sens en termes de tradition à la demande du plaideur, on passe à l'idée qu'il faut avoir une référence, un socle, pour que finalement tout le monde puisse s'y retrouver. Et dans ce contenu, dans ce passage et dans ce contenu, on trouve alors une évolution d'un personnage qui reste au cœur du droit archaïque au départ, c'est le rôle du chef de famille. Parce que le chef de famille, c'est un peu comme à Athènes, le démos. On dit le démos, on parle de démocratie, ça n'a jamais été une démocratie. D'ailleurs, pourquoi aurait-elle été comparable à ce que nous vivons? Les cités se constituent par un agrégat, une association, une coalition, une entente de chefs de famille, si tant est qu'au départ, ils ne soient pas libres sur les terres dans lesquelles ils sont. Ces chefs de famille sont l'autorité suprême. Et Rome a été fondée à l'origine par la réunion de tribus, un agrégat de différentes familles qui vont être soumis à une discipline commune et qui n'abdiqueront pas leur liberté pour autant. Le père de famille jouit d'un pouvoir complet sur les membres de la famille, sur les esclaves, sur les enfants, sur les femmes, et il peut même jouer de ce rôle et de cette influence sur certains débiteurs. Cette rigoureuse puissance paternelle, on la reconnaît partout dans l'économie initiale de Rome, parce que c'est une société agricole au départ, et c'est cette puissance des chefs de famille qui fait la cohésion du groupe, qui fait la cohésion de la cité à venir. Il a également d'ailleurs un pouvoir sur d'autres hommes étrangers à la famille. Un Allemand qui s'appelle le professeur Jhering avait, sur les réflexions au XIXe siècle, sur lesquelles je reviendrai, travaillé sur ce qui était la gloire, selon lui, que l'on devait reconnaître au droit romain. Il considérait qu'au fond, cette autorité du chef de famille, c'était la gage de la liberté. Parce que ce n'est pas parce que ces chefs de famille décident de s'associer qu'ils perdent leurs droits sur leur famille, sur leurs enfants, sur leurs esclaves. C'est même la garantie de leur propre liberté. Et c'est intéressant de voir à quel point ce personnage est un personnage central de la création des pratiques sociales qui vont mener à des pratiques judiciaires, surtout lorsqu'ils vont se servir des formules magiques. Cette pratique va rencontrer l'influence grecque, parce que tout ça n'est pas encore marqué par l'idée de finalité. Certes, il y a l'idée que la liberté est conservée au chef de famille parce qu'il a des garanties par l'autorité qu'il exerce sur la population dont je viens de parler. Mais ce qui va faire que l'on va passer à un autre débat, c'est-à-dire à l'idée de quelle est la finalité du droit. Pour l'instant, ce ne sont que des pratiques pour essayer de régler des différends. Mais on peut s'en tenir à cela, que le droit ne serve qu'à trancher des différends. Or, le droit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cela. Dès cette époque, on sent que ça ne sera pas cela. Pourquoi ? Parce qu'il y a une rencontre avec la philosophie grecque. Et la philosophie grecque laisse entendre que le droit doit mener à la bonne entente. Il doit mener à une sorte de justice, non pas une justice absolue à la Platon, mais une justice proportionnelle au mérite de chacun et à la place de chacun dans la cité. On dit presque, pas encore, mais on le dira à chacun selon ses mérites. Cela, c'est Aristote. Et l'impact d'Aristote, l'impact de cette philosophie grecque, de la mesure. Vous savez que pour les Grecs, le pire qui puisse advenir, c'est la démesure, l'hubris. Ce sens de la mesure et dont la finalité est la bonne entente, la prospérité. Ce sens de la mesure va commencer à inspirer une réflexion chez les Romains sur la science du droit, sur la théorie du droit. Quelle est la finalité du droit ? Et ce progrès de la pratique judiciaire va se manifester par ce qu'on appelle une jurisprudentia,
c'est-à-dire l'impact de la philosophie grecque qui va apparaître comme étant la possibilité pour les juristes d'être à la fois savants et praticiens, ne pas distinguer l'un de l'autre et au contraire réfléchir conceptuellement pour aider le praticien. Cette influence de la philosophie grecque, on la connaît, elle a toujours été affirmée, découverte et valorisée dans les écrits des uns, mais même Cicéron l'avait perçu déjà, lui qui avait écrit que la Grèce vaincue a conquis Rome de l'intérieur. Le destin de la jurisprudence à Rome est bien connu graduellement. Cela aboutit à cette exigence de construire une pyramide juridique dans le sens de ce qui doit être cette ambition de la mesure, de l'entente, de la solution des différends, mais en application de règles et de codes dont la présence, je vous l'ai dit dès le début, est acquise avec l'expérience et plus exactement l'apport de Justinien. Cette idée de passage à des lois qui sont des socles de concepts, c'est l'abandon des formules orales aussi. Et les formules écrites commencent à être rassemblées. Des philosophes et des rhéteurs grecs, ils vont retenir, les Romains, une méthode, la dialectique, qui consiste à procéder à une analyse logique qui distingue les concepts et en même temps permet de définir leur ressemblance. Ils utiliseront aussi le syllogisme et montreront aux concepts généraux par la technique de l'induction et de la déduction. C'est en fait cette nouvelle méthodologie qui va permettre l'accomplissement d'un jurisprudentia, c'est-à-dire cette idée que les décisions doivent s'inscrire dans une finalité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur l'impact de la philosophie grecque. Et l'étude de la science juridique est intéressante à cette époque parce qu'on prend des cas concrets, mais on les dévitalise pour savoir comment ils peuvent être des briques pour monter au concept, pour essayer de donner un socle qui soit que l'on juge en fonction de principes. De principes qui sont évidemment liés à l'organisation sociale également. Donc, cet abandon des formules orales pour des formules écrites va avoir un impact aussi sur le procès. Parce que, à côté de l'intention, c'est-à-dire la courte phrase qui exprime la prétention du plaideur, les nouvelles formules écrites comprennent une partie nommée condamnation où l'on demande qu'une prestation précise soit obtenue pour que le défendeur puisse payer ce qu'il doit, mais également être puni en plus. C'est le prêteur qui introduit la condamnation, c'est-à-dire la demande de la condamnation du défendeur dans la mesure où celui-ci est reconnu comme punissable. Mais en même temps, dans cette condamnation, on introduit l'idée de proportionnalité. C'est important, le concept de proportionnalité. Il ne s'agit pas simplement de punir, il faut proportionnellement trouver une punition qui permet de prendre en compte un certain nombre de paramètres pour qu'il n'y ait pas une punition absolue, mais qu'il soit proportionné. Et le prêteur a plus que cela d'ailleurs comme pouvoir parce qu'il a l'impérium, il a un pouvoir de commandement, il est chargé de la police. L'organisation de la justice romaine, c'est une sorte de chef-d'œuvre parce qu'elle va régir tout. C'est ce droit et cette justice qui vont permettre pendant 5 siècles d'un empire où vivent ensemble des gens très différents, d'accepter d'être soumis à la loi romaine, parce que cette loi romaine s'inscrit dans un socle qui vise à une finalité, et qu'il y a un prêteur qui est là pour veiller à ce que soient respectées les règles de la procédure, mais également que les condamnations soient proportionnées selon l'inspiration de la philosophie grecque. Des hommes comme Cicéron, qui fut un des grands avocats de Rome, ont bien compris que le droit romain était un art, et c'est l'écrit
qui a consolidé cette idée qu'il était voué à être un art. Tant que c'était trop oral, tant que c'était que des cas concrets, tant que la pratique l'emportait sur la conceptualisation, on pouvait hésiter. Mais là, on bascule sur l'idée de la montée au concept. Donc, au sommet de la pyramide, le droit lui-même devient l'objet de la nouvelle science. Il se définit par sa fin. Il est marqué par l'influence d'Aristote, dirais-je, pour lequel il faut traiter pareillement ceux qui sont dans la même situation. Donc vous pouvez admettre de traiter différemment ceux qui ne sont pas dans la même situation. Donc on établit au fond des inégalités compensatrices ou des discriminations rééquilibrantes. Le droit existe ainsi comme étant la forme accomplie de la loi romaine. Alors, quelles créations, c'est le deuxième point plus rapidement que je voudrais évoquer, quelles sont les créations du droit romain que nous gardons et que nous percevons encore aujourd'hui? D'abord, il a établi des classifications. Il a classé les personnes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la première personne dans l'ancien droit, c'était le père de famille. Mais il y a eu une transformation à l'intérieur de la famille romaine. La femme mariée a eu un nouveau régime, on a affranchi les esclaves, tout ça sous l'influence de l'extension de l'Empire, du commerce, de l'influence d'une philosophie plus individualiste venue en partie des Grecs. Et puis il y a aussi la notion de personne morale qui apparaît, qui n'est pas au sens juridique moderne, mais qui est au sens de personnes fictives, mais qui sont sujets de droit, tels que les fondations charitables qui ont des patrimoines ou encore des groupements ou des établissements de bienfaisance. Puis il y a le concept d'incapacité. C'est un concept qui est quand même très moderne. Aujourd'hui, la théorie des incapacités existe et on l'enseigne dans le droit civil. L'incapacité, c'est qu'il y a des personnes qui ont des droits mais qui sont incapables de les exercer, soit pour des raisons d'âge, sont des mineurs, soit pour des raisons de maladie ou de perte de contrôle de leur propre intelligence. Et on a vu ainsi naître à Rome toute la théorie de la curatelle et du tuteur, ce que l'on utilise beaucoup, toujours aujourd'hui en droit civil. Puis on a classé les choses. Les philosophes de l'école d'Aristote enseignaient qu'il y avait deux catégories de choses, celles que l'on perçoit corporellement et celles que l'esprit perçoit par abstraction. Cicéron sera lui aussi amené à maintenir cette idée qu'il y a deux catégories. Il y a celles que l'on peut toucher et celles qui ne sont que accessibles par l'esprit. Sénèque dira aussi la même chose. C'est une leçon grecque que les Romains aussi, là encore, ont apprise. Et sur les biens, il existait un droit de propriété du temps du droit archaïque, il demeure. Mais les terres publiques échappent à la propriété privée. Rappelez-vous, le domaine public, aujourd'hui encore, échappe à la propriété privée. Les terres communes aussi échappent à la propriété privée. Plus tard, il y aura plus de facilité pour acquérir des terres italiques, mais jamais les terres innombrables qui sont issues de la conquête, qui sont données à bail ou à usufruit, mais rarement à propriété, même si plus tard, sur le bas empire, ça deviendra un mode juridique naturel que celui de la propriété. On connaît la notion de droit réel aussi, des droits sans être propriétaire, des droits sur la chose. Je parlais il y a un instant du usufruit. On verra également la catégorie des obligations. Pour les Romains, à côté des droits sur les choses, il y a également des droits ou des services qui sont rendus par une personne. C'est une obligation. Et pour les obligations, il y en a deux principales que retiennent les Romains, le délit et le contrat. C'est une histoire intéressante que celle du contrat, parce que le contrat, il peut naître de la parole. Vous savez qu'il peut y avoir des beaux verbaux aujourd'hui encore. Il peut naître de l'écrit, par un contrat simplement écrit, et il peut également se manifester par la remise d'une chose, ce qui est également une pratique que l'on connaît. Donc, on a aussi, du temps, à l'époque Cicéron, on voit le prêteur protéger le débiteur pour qu'il ne soit pas soumis à des violences ou à des tromperies, et le prêteur exerce son impérium pour éviter que l'on obtienne de force satisfaction. Au fond, pour
vous laisser le temps peut-être de vouloir poser des questions. Puis ce législatif n'avait pas du tout de dimension, je dirais, conceptuelle, où il y avait assez peu d'abstraction. Les grands textes qui vont être redécouverts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce soit le Code justinien ou encore les instituts, vont apparaître comme étant tellement sophistiqués qu'ils ne pouvaient être que adoptés avec passion. Dans les universités médiévales, où le droit romain apparaît comme quasiment scientifique, logique, marqué par le syllogisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, sa popularité sera extraordinaire au point d'être jalousée par l'Église qui, elle, ne souhaitait que l'on ne puisse que parler du droit canon. Ce qui ne veut pas dire que le droit canon n'a pas apporté à l'étude du droit romain, puisque le principe du consensualisme pouvait se trouver à l'articulation de ces deux droits. Mais c'est la redécouverte du droit romain qu'il faut prendre en compte comme étant ce qui a été le regain de la réflexion conceptuelle pour les catégories juridiques dont je viens de parler, mais également pour ce qui est de son expérience ou de son expression conceptuelle. Au XIXe siècle, le Code civil, voulu par Napoléon, même s'il y avait des antériorités, le juriste ordonnateur de ce Code civil, le Portalis, les principes que l'on retrouve dans le Code civil sont inspirés par beaucoup d'aspects par cet héritage du droit romain. Les Allemands, peut-être autant que les Français, s'empareront également du droit romain. Je vous ai parlé tout à l'heure de Jhering, mais je vous parlerai avant, au XIXe siècle, de von Savigny, qui demandait à ceux qu'il faille travailler sur un droit civil proprement allemand, et il fit une véritable révolution mentale en veillant à ce que le droit romain permette la décantation peut-être de cette histoire juridique allemande, de telle manière que l'on retrouve quels étaient les socles allemands. La démarche était à la fois juridique et historique, au service de la science du droit, mais également d'ordre pratique, parce qu'il fallait adapter le droit à cette industrialisation naissante. Au fond, le droit romain a une longévité aussi par la querelle qu'il entretient avec un autre système juridique, aujourd'hui. Même si le droit romain a disparu des enseignements, je le regrette, ne serait-ce que c'eût été de qualité que de garder une toute petite piqûre de rappel, 10 heures d'enseignement ou 15 heures d'enseignement pour rappeler les grands principes. Mais il y a une autre branche juridique qui est tout à fait différente, c'est ce qu'on appelle le common law, c'est-à-dire ce que pratiquent les anglo-saxons. Il résulte ainsi que de ce qui précède que dans les traditions qui se recommandent du droit romain, soit par la prédilection pour les codes, que par la réception de conseils juridiques fondamentaux développés par la jurisprudentia, sous l'influence grecque, eh bien, il apparaît que pour le droit romain, on part de la terre pour monter au ciel, c'est-à-dire on part d'un socle pour essayer d'arriver à régler des cas qui apparaissent comme étant à trancher au travers de ces concepts fondamentaux qui sont fondés sur ce que je vous ai dit, l'influence grecque. Il s'agit donc d'une sorte d'orthodoxie des racines. Quelles sont les racines? Et puis par ces racines, on tranche sur ce qui est le particulier. De son côté, le common law ne s'accommode d'aucune formulation nette. Il n'y a pas de texte bien arrêté. Bien sûr, il y a des lois contemporaines, mais il n'y a pas une tradition de texte arrêté, de racines ou de concepts généraux et généreux. Et cela se retrouve aussi dans ce qu'on appelle l'école réaliste américaine. Dans le droit romain et avec le common law, il y a un malentendu total entre les deux ordres juridiques. Tout se passe comme si la common law n'avait jamais connu de véritable stade de la jurisprudentia dans son développement, étape décisive qui avait pu permettre aux jurisconsultes romains de faire du droit un art.
à étudier en dehors de la pratique. Alors vous savez que le propre de la common law, c'est de travailler que sur des cas pratiques, coutumiers, et sur des jugements, et non pas de statuer sur ce qu'était l'applicabilité ou non de tel ou tel concept. D'ailleurs, la common law fait part grande encore à l'oralité, et elle reste plus imbriquée dans la pratique des cours que dans celle des juristes participants, professeurs, avocats ou juges. Deux systèmes juridiques, en fait, fondés sur des présupposés totalement opposés, où l'un romain a intériorisé la philosophie grecque, et l'autre a cultivé la pratique coutumière d'origine germanique et scandinave. Dans l'un romain, les concepts fondent la pratique, dans l'autre, la pratique est cultivée parfois au détriment des concepts. Dans l'un, l'organisation sociale prime, le droit est un élément d'organisation sociale, c'est la loi romaine. Dans l'autre, le consentement interindividuel conditionne la pratique sociale. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé que vous parler de droit romain me paraissait intéressant aujourd'hui, parce que quand vous regardez en dehors de ce qu'ils nous ont laissé et qui reste manifestement marqué par cette idée que le droit a une finalité et que l'on doit appréhender le cas concret au regard de la finalité que s'est donnée à un peuple, une nation ou à un ensemble humain pour marquer la façon dont on doit organiser la société pour le bien-être ou pour la mesure ou pour la bonne entente, les difficultés en Europe d'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle l'Union européenne, sont également liées à l'existence de ces deux systèmes juridiques totalement différents. Je me souviens, quand j'ai enseigné le droit européen, je l'ai fait quelque temps, j'avais découvert que, parce que le droit européen, au départ, c'est indubitablement l'influence de l'école juridique française, qui marque les grands principes, les grands thématiques, les grands concepts du droit européen. C'est l'école juridique de droit français. C'est l'école française de droit qui marque cela. Puis l'entrée de la Grande-Bretagne a vu la Grande-Bretagne pousser ses propres concepts. Mais pas des concepts au sens « au nom de quoi ?» comme nous sommes marqués par Rome, c'est « au nom de quoi ?» De l'Empire, de Rome, enfin peu importe, au nom de quoi. Mais ils sont poussés par un concept qui s'appelle la raisonnabilité. C'est un jugement en raisonnabilité. C'est-à-dire qu'on demande au juge de trancher en raisonnabilité. Et c'est lui l'interprète, c'est lui qui fait le droit. Et vous savez que dans la tradition française, par exemple, si vous lisez le Code civil, vous apercevez que dans les premiers articles, on interdit le droit prétorien. Qu'est-ce que le droit prétorien? C'est le droit fabriqué par le juge. C'est le droit que le juge crée. On a interdit le droit prétorien parce qu'il n'y a que le peuple qui peut créer le droit par le biais de la loi. C'est typiquement romain. C'était les assemblées romaines qui étaient à l'origine de ce qu'on appelait le droit kyriate. C'est-à-dire que cette confrontation entre les deux droits, c'est une confrontation entre deux vues du monde, entre deux méthodes pour créer la raison d'être de vivre ensemble. Et les peuples d'inspiration de droit romain, c'est-à-dire les Français, les Allemands, sous réserve de travail qui avait été fait par von Savigny pour essayer de rendre plus allemand le droit, les Italiens, les Espagnols, et pour tous ceux qui sont encore marqués par l'influence romaine, on a des fonctionnements qui se comprennent. On peut échanger, sachant que le droit, n'oubliez jamais que le droit n'est qu'une résultante au sens physique du terme, et que ce n'est pas... Alors vous pouvez avoir une vision de droit naturaliste en mettant la nature au-dessus, une vision théocratique en mettant la parole de Dieu au-dessus, mais dans tous les cas de figure, pour moi, c'est une résultante au sens physique du terme, c'est-à-dire c'est cette force que l'on arrive à construire par les contre-forces qui se sont opposées pour trouver un point d'équilibre entre elles. D'autres diraient que c'est
la coalition de lobbies qui se sont entendus pour des compromis, mais c'est pas que cela. Bref, pour en terminer, sachez au moins pourquoi vous savez aujourd'hui qu'il y a un système juridique en France qui vous amène à penser que vous allez vivre ou devez vivre en bonne entente parce que c'est la finalité du droit. Sauf que cette finalité du droit français d'origine romaine laisse la place essentielle aux citoyens qui élaborent la loi par le biais de ses représentants. Merci. Je peux le faire. Je m'appelle Bernard Assau, je suis professeur émérite des facultés de droit.